Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, afin de renforcer les compétences et l'efficacité de l'administration publique, 250 fonctionnaires malgaches suivront une formation en Inde pendant 3 ans grâce à la signature d'un protocole d'entente entre le gouvernement malgache à travers l'École nationale d'administration de Madagascar et le gouvernement indien à travers le Centre national de la bonne gouvernance de New Delhi. La cérémonie s'est tenue aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Anoussi, où Prasad Manan et Anzara Rajanarville. L'Inde, reconnue pour l'excellence de ses institutions académiques et administratives, apporte un savoir-faire précieux pour la formation des fonctionnaires malgaches. L'objectif est de doter Madagascar d'une administration plus performante, capable de mieux répondre aux attentes des citoyens et d'accompagner le développement économique du pays, d'après l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar. Ainsi, grâce à un partenariat établi aujourd'hui entre Madagascar et l'Inde, 250 hauts fonctionnaires et intermédiaires suivront une formation en Inde sur une période de 3 à 5 ans, ce qui représente une opportunité majeure pour renforcer les compétences et l'efficacité de l'administration publique du pays. Pour cette année, 90 hauts fonctionnaires bénéficieront de cette formation. Selon Anchar Zakabon, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, les cadres malgaches auront accès à des formations de haut niveau dans des domaines stratégiques tels que l'administration publique, l'agriculture, le tourisme, la numérisation et la gouvernance électronique. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des services publics et de mettre en œuvre des réformes adaptées aux besoins du pays. Les compétences acquises par ces fonctionnaires seront directement appliquées pour optimiser la gestion des infrastructures, renforcer la planification urbaine et accélérer la digitalisation des services administratifs. Ces formations permettront d'adopter des stratégies plus performantes pour soutenir la croissance et améliorer les conditions de vie de la population. De plus, la numérisation et la modernisation des services publics faciliteront l'accès aux démarches administratives et renforceront la transparence dans la gestion de l'État. À noter que les formations sont entièrement financées par l'Inde. Et à Madagascar, peu de jeunes s'engagent dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue. Au-delà du manque d'audace, c'est surtout la méconnaissance de ce domaine qui constitue un frein. Pour y remédier, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue ainsi que celui de la jeunesse et des sports prévoient d'élaborer une stratégie de formation et d'orientation. L'objectif est de faire de ce secteur un levier de développement pour les jeunes au sein de leur communauté. Felana Ragoutouarsoul pour plus de détails. La pêche et l'économie bleue représentent un levier important pour le développement économique du pays. Pourtant, ce domaine reste largement sous-exploité. À ce jour, seuls 150 000 jeunes sur une population de 22 millions sont actifs dans ce secteur. Ce faible engagement est dû à un manque d'information et de sensibilisation. Conscient de cette situation, l'État met en place plusieurs initiatives pour promouvoir ce secteur auprès des jeunes dans le but de réduire le taux de chômage. Dans cette optique, Madagascar accueillera du 17 au 19 avril prochain à Touliar le sommet africain des jeunes pour l'économie bleue. Cet événement réunira 500 jeunes issus de tout le pays. En collaboration avec l'Organisation panafricaine pour la jeunesse, des formations en pêche et en économie bleue seront dispensées. Ce sera également l'occasion de sélectionner les meilleurs projets des jeunes afin de leur offrir un accès à des financements. Le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, ainsi que celui de la jeunesse et des sports, uniront leurs efforts pour assurer la réussite de cette initiative. Selon une étude menée par un chercheur, 62,5% des jeunes qui travaillent actuellement occupent un emploi sans lien avec leur diplôme. Par ailleurs, le taux de chômage atteint 66% chez les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Pour tenter de pallier cette situation, une université privée a organisé la conférence des leaders visant à informer les jeunes sur les opportunités d'emploi, y compris celles disponibles à l'international. Détails sur les images de Yves Janel.
Trouver un emploi en adéquation avec son diplôme reste un véritable défi pour les jeunes à Madagascar. D'après une étude, 66% des jeunes âgés de 18 à 35 ans sont au chômage. Chaque année, 100 000 jeunes terminent leurs études, mais seuls 34 000 postes sont disponibles, notamment dans le secteur public. Face à cette réalité, de nombreux jeunes s'orientent vers l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Cependant, l'expérience et les compétences sont essentielles pour réussir dans ce domaine. C'est dans ce contexte qu'une université privée a organisé la conférence des leaders. Pour aider ses étudiants à atteindre leur objectif professionnel, cette université collabore étroitement avec plusieurs établissements à l'étranger, explique son PDG Timiunj Kemaasu. La conférence d'aujourd'hui, organisée à Tanmin, est la première édition de la conférence des leaders. L'événement a rassemblé 13 leaders issus de 7 pays et de 3 continents. Le thème principal de cette première édition était « Employabilité, métiers et enseignement supérieur ». D'après les enquêtes menées par nos journalistes Fanjesena Mirai et Yves Janel, plus de 90% du programme scolaire est déjà réalisé dans certains établissements. Les écoles se préparent désormais aux révisions générales avant les examens de passage en classe supérieure et les examens officiels. Les détails. Dans cette école située à Anuspachan, les élèves passent depuis ce 24 mars des examens d'évaluation pour évaluer leur niveau de connaissance. 95% du programme scolaire ont déjà été réalisés, malgré certaines interruptions dues à la saison des pluies. Chaque établissement met en place ses propres stratégies pour terminer le programme à temps. Selon le directeur Angiana Tenena Roland Angiamrad, ils entreront dans la phase de révision pour préparer les examens officiels et les examens de passage à partir du mois d'avril. Les préparatifs pour l'année scolaire 2025-2026 se font également pour cette école. Dans un tout autre sujet, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, ou GIZ, introduit dans le cadre d'électrification rurale intégrée, série, dans la mise en œuvre de ces opérations dans le secteur à Madagascar. Cette nouvelle approche servira à l'action Tout ce qui a un goût, une initiative dans le cadre de la promotion de l'électrification rurale par l'énergie renouvelable ou projet PERER 3, et du Global Gateway qui est cofinancé par l'Union européenne et vise à accélérer l'électrification via sa mise à l'échelle. Le taux d'électrification à Madagascar s'élève à 36%, un des taux les plus faibles en Afrique, selon les informations, du fait qu'il y a encore environ 19 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité, notamment en milieu rural. Ainsi, la GIZ redouble d'efforts pour promouvoir les énergies renouvelables et l'électrification rurale. Dans ce cadre, l'initiative Tango, ou Tuska Ingouv, lancée sous le projet de promotion de l'électrification rurale par les énergies renouvelables ou PERER Free, se fixe comme objectif d'accélérer l'accès à l'électricité en milieu rural. Nous œuvrons dans le cadre d'une initiative de l'Union européenne en travaillant par exemple avec la KfW, la Banque allemande de développement, et nous accompagnons aussi techniquement le projet Ingouv, qui est un projet cofinancé par l'Union européenne et l'AFD. Ceci fait que Madagascar soit à la tête au niveau mondial de l'électrification décentralisée. Le deuxième aspect transversal que l'on couvre, c'est l'harmonie sociale. C'est des aspects comme par exemple le renforcement des communautés locales, le renforcement des autorités régionales et locales. Dans ce même volet, il y a aussi une synergie assez forte avec le projet CCPS. Cette méthodologie vise à appuyer l'atteinte de l'accès universel à l'électricité dans des périmètres spécifiques à un coût abordable. Et pour ce faire, nous combinons plusieurs sources d'énergie, que ce soit par exemple l'hydroélectricité ou le solaire, et plusieurs solutions d'électrification, que ce soit le réseau, que ce soit les mini-réseaux, les nano-réseaux ou les kits solaires. Madagascar a le potentiel d'atteindre un accès universel à l'électricité tout en protégeant l'environnement, affirme le responsable du projet.
Dans le Grand Sud, la troisième phase du projet PERER soutient la mise en place d'un cadre réglementaire favorable et encourage les usages productifs de l'énergie. Cette approche va au-delà de l'électrification simple. En effet, elle vise à garantir le bien-être des citoyens et à stimuler l'économie locale. L'électrification rurale représente une opportunité pour le secteur privé qui est appelé à jouer un rôle clé dans le financement des infrastructures. Ce modèle permet d'intégrer plusieurs solutions technologiques et financières en un seul plan cohérent. Il convient de rappeler que le gouvernement malgache a signé le pacte énergétique national avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. L'objectif étant de porter le taux d'électrification à 80% d'ici 2030. L'enseignement technique et la formation professionnelle jouent un rôle important dans l'avenir des jeunes. Ceux d'Antsui bénéficieront des projets proposés par le ministère de tutelle, selon la ministre Rassoul Marceline, lors de sa visite sur place, notamment le projet Fzeriaf, formation gratuite pour tous. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle poursuit la promotion du projet FIDIRIAF, un projet au profit des jeunes en quête d'emploi et de formation. Après avoir fait connaître ce projet dans la capitale et dans la partie sud de l'île, le ministère continue sa route vers le nord-ouest de l'île, notamment à Antsui, dans la région Sofia. Au cours de cette visite, le ministre a déclaré que ce projet et l'innovation sont des fondements très importants pour le développement. Ainsi, l'enseignement technique et la formation professionnelle jouent un rôle important dans l'avenir des jeunes. Antsui fait partie des localités qui disposent d'un centre de formation des jeunes, ce qui est une belle opportunité pour eux, d'après la ministre de tutelle. Le gouverneur de la région Sofia, venu sur place, a également déclaré que l'enseignement technique est une garantie pour le développement de la jeunesse. Cette partie de l'île est une zone riche, tant en termes de ressources minérales que de ressources marines, raison pour laquelle il lance un appel au gouvernement à la construction d'infrastructures permettant d'exploiter ces richesses pour encourager les jeunes en termes de formation technique. Pour terminer les actualités locales, ensemble sur le terrain est le thème de la 3e édition du tournoi sportif destiné aux journalistes qui se tiendra le 10 mai prochain. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, les organisateurs innovent avec l'ajout d'une nouvelle discipline, à savoir la pétanque. Anzara Donarville ou Brassamana. Outre les disciplines habituelles comme le foot à 7 et le basket mixte, déjà présents lors des éditions précédentes, une nouvelle discipline fera son entrée dans cette 3e édition prévue le 10 mai, à savoir la pétanque. Elle se jouera en triplette mixte, c'est-à-dire en équipe de 3 joueurs mixtes. Les inscriptions débuteront dès demain, avec quelques modifications dans le processus d'enregistrement, comme l'explique la présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar, Monica Rassoul-Warsan. En effet, les inscriptions se feront en ligne sur les pages OJM, JSM, Zob. L'objectif est qu'uniquement les véritables professionnels des médias y participent. Cet événement a pour objectif principal de favoriser la cohésion entre les journalistes, comme le souligne le thème de cette année, Ensemble sur le terrain. Comme chaque année, le 10 mai, employés d'entreprises de presse et journalistes se retrouveront au stade Barré Mamas pour vivre cette compétition sportive intermédiaire 2025. À l'international, je ne sais rien de tout cela, a affirmé Donald Trump, interrogé sur les révélations qui secouent Washington. Le rédacteur en chef du prestigieux magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, s'est retrouvé par accident inclus dans un groupe de discussion confidentiel du groupe Trump et a reçu par ce biais un plan détaillé de frappes aériennes contre les Houthis du Yémen. L'opposition demande des comptes. France 24. Monsieur le Président, quelle est votre réaction à l'article paru dans The Atlantic ? Je ne sais rien à ce sujet, vous m'en parlez pour la première fois. Quelqu'un d'autre ? Pourtant l'article, le voici. Écrit par le journaliste Jeffrey Goldberg, il s'intitule « L'administration Trump m'a accidentellement envoyé ses plans de guerre par SMS ». Nous sommes le 11 mars dernier. Mike Waltz, le conseiller national des États-Unis, crée un groupe sur l'application Signal, pensant parler uniquement à de hauts responsables américains.
2 jours plus tard, le groupe se précise. Il se concentre sur la coordination de frappes aériennes contre les Houthis au Yémen. Au sein de cette boucle, 18 personnes, notamment le vice-président J.D. Vance, le chef de la diplomatie Marco Rubio, le patron de la CIA John Ratcliffe et le journaliste Jeffrey Goldberg, ajouté par mégarde. Je n'arrivais pas à croire que le Conseil à la sécurité nationale du président serait imprudent au point d'inclure le rédacteur en chef de The Atlantic. D'autant que le magazine est souvent critique envers Donald Trump, qui ne se gêne pas de le faire savoir. Aux premières loges, Jeffrey Goldberg rapporte un échange entre le secrétaire à la défense Pete Hegseth et J.D. Vance. Ce dernier dit être opposé aux frappes, car elles renforceraient la sécurité des marchandises en mer Rouge et bénéficieraient donc aux Européens. Si tu penses qu'il faut le faire, allons-y. C'est juste que je déteste venir au secours des Européens, encore une fois. Je suis complètement d'accord. Je déteste le comportement des profiteurs européens. C'est pathétique. Et le 15 mars, 2 heures avant les attaques, le journaliste dit avoir reçu des détails sur les frappes, des informations sur les armes, les cibles et les horaires. Si dans un premier temps, la porte-parole de la Maison-Blanche a fait état de messages authentiques, le secrétaire à la Défense s'est empressé d'essayer d'éteindre le feu. Personne n'a envoyé de plan de guerre par SMS. Mais le mal est fait et l'opposition demande des comptes. Cette débâcle nécessite une enquête complète sur la manière dont elle s'est produite. Hillary Clinton a elle aussi réagi sur X. Dites-moi que c'est une blague. Elle qui avait été attaquée par Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016 pour avoir envoyé des courriers électroniques officiels via une messagerie privée quand elle était secrétaire d'État. L'opposition turque galvanisée par les manifestations de grande ampleur contre l'emprisonnement du maire d'Istanbul cherche à maintenir l'élan en appelant notamment au boycott des chaînes de télévision et des entreprises qui, selon elle, ferment les yeux sur le mouvement de contestation. France 24. Ces images sont filmées et diffusées par la municipalité d'Istanbul. Comme tous les soirs depuis mercredi, la place de l'hôtel de ville est noire de monde, malgré l'interdiction de manifester. Ce lundi soir, le principal parti d'opposition appelle à boycotter les chaînes de télévision pro-gouvernementales qui ne diffusent pas d'images des manifestations, ainsi que d'autres entreprises connues pour être proches du pouvoir. Et si la police tolère un temps de tels rassemblements, elle disperse violemment les manifestants à mesure que la nuit tombe. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 1130 personnes ont été arrêtées ces 6 derniers jours, dont 43 lundi soir, parmi elles des journalistes. Plus tôt dans la soirée, les étudiants, fer de lance du mouvement, occupaient le célèbre pont de Galata qui enjambe la Corne d'Or. Nous nous battons actuellement pour une Turquie plus libre. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des étudiants. Si nous sommes ici, c'est pour exercer nos droits démocratiques et défendre la démocratie. Tous les Turcs devraient descendre dans la rue. La police nous pourchasse alors que vous restez chez vous. Sortez, soutenez-nous. Nous sommes vos enfants, nous sommes votre avenir. À Ankara, le président Erdogan fait peu de cas des manifestations et s'affiche au café, proche de ses citoyens qui lui demandent des photos. Il minimise le mouvement, accuse l'opposition d'encourager le désordre et semble parier sur un essoufflement des mobilisations. Il faut dire que le temps joue pour lui. La prochaine présidentielle est prévue en 2028, même si d'ici là, il lui faudra amender la Constitution s'il souhaite se présenter une 3e fois. Face à lui, Ekrem İmamoğlu a été officiellement investi candidat. Fera-t-il campagne depuis sa prison? La situation ne serait pas sans précédent en Turquie. Et si jamais son parti devait le remplacer, le maire d'Ankara, autre figure populaire de l'opposition, est prévenu. Sa municipalité est officiellement sous le coup d'une enquête pour détournement présumé de fonds publics. Après 12 heures de pourparlers à huis clos à Riyad, en Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis ont achevé des discussions. Elles visaient à instaurer une trêve en Ukraine plus de 3 ans après le début de l'offensive russe. La première étape serait une trêve maritime en mer Noire. France 24. Derrière les murs de ce luxueux hôtel de Riyad, des négociations cruciales pour l'avenir de l'Ukraine. Autour de la table, les Russes arrivés à bord de ces véhicules et les Américains. Objectif affiché de Washington, parvenir à une trêve complète, bien plus large que le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques conclu la semaine dernière.
Un cessez-le-feu partiel, déjà fragilisé, Kiev et Moscou s'accusant tous deux de l'avoir violé. Si Washington n'arrive pas à ses fins, la première étape pourrait être une nouvelle trêve maritime en mer Noire. C'était une proposition du président Trump et le président Poutine l'a acceptée. C'est avec ce mandat que notre délégation s'est rendue à Riyad. Le ministre ukrainien de la Défense est lui aussi dans la capitale saoudienne, où aucune rencontre n'est prévue pour l'instant avec les Russes. Dimanche, sur place, il a rencontré la délégation américaine. Il a ensuite briefé Volodymyr Zelensky, toujours aussi méfiant vis-à-vis du Kremlin. Depuis le 11 mars, une proposition de cessez-le-feu inconditionnel est sur la table. Ces attaques auraient déjà pu cesser, mais c'est la Russie qui continue tout cela. Ne semblant pas pressée de conclure un accord, la Russie a d'ores et déjà tempéré les attentes des plus optimistes, assurant que les négociations seraient difficiles. À ce stade, elle ne mentionne toujours pas un éventuel arrêt des combats en Ukraine. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre l'émission Nizuku Point de droit présentée par CN Ranirlant. Au revoir et à demain pour de nouvelles éditions.